Allez, il est 11 heures. Nous allons débuter ce webinaire. Tout d'abord, merci à tous d'être présents nombreux pour aujourd'hui vous présenter la nouvelle version de Moodle 4.5. Donc Moodle 4.5 est une version LTS, donc Long Term Support, qui sera du coup mise à jour au niveau des patchs de sécurité pendant 3 ans. L'ancienne version de Moodle était la version 4.1. L'idée aujourd'hui, ça va être de bien évidemment de faire un focus sur cette version 4.5, mais également de voir les différentes fonctionnalités qui ont pu voir le jour sur les versions intermédiaires, donc les 4.2, 4.3 et 4.4. Alors, par rapport à ça, je vais commencer par, comme d'habitude, présenter la structure innovation. Pour ma part, je suis Benoît Marchais, je suis responsable du service client et je suis spécialiste des solutions Moodle et Moodle Workplace que propose Innovation. Alors, rapidement, hein, parce que on a pas mal de choses à voir. Innovation est une structure qui rayonne sur 3 pays, la France, la Pologne et l'Irlande. On est partenaire premium de ces 3 pays. On couvre en fait un spectre assez large de services qui tournent et qui gravitent autour des solutions qu'on propose, donc Moodle et Moodle Workplace et Totara. On fait du conseil et de l'audit et de l'accompagnement sur le choix stratégique de la solution. On a un transfert de compétences avec les formations qu'on dispense en présentiel, en distanciel sur différents sujets qui peuvent être sur mesure si on le souhaite. On a un gros pôle de développement, la grosse partie d'innovation et l'effectif d'innovation, on est 70 environ, et il y a à peu près 40 personnes, 40% de cet effectif qui sont des développeurs. Donc on a vraiment un axe important sur le développement d'interfaces, de plugins spécifiques, de modifications du thème, de la customisation graphique et autres. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur la conception de contenu en utilisant bien évidemment les outils standards de Moodle ou des plugins additionnels, ou en passant par des outils auteurs de type Articulate, Captivate, etc. On fait bien évidemment l'hébergement des solutions qu'on propose, hébergement donc SaaS, sur différents prestataires, AWS, Azure, OVH, ou même des serveurs des serveurs dédiés qu'on a en Irlande. Et enfin, on s'occupe aussi de la partie support et l'accompagnement des clients que l'on accompagne justement, avec un support qui peut être soit technique, soit fonctionnel. Voilà, donc ça c'est en gros pour parler d'innovation. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet avec notamment cette nouvelle version 4.5 de Moodle. Donc, je vous l'ai dit, c'est une version LTS qui va durer 3 ans. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les 3 ans, vous avez en fait une version de Moodle qui voit le jour. L'ancienne version maintenant, hein, parce que cette version 4.5 est disponible depuis lundi dernier uniquement. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser sur le chat. Et en fonction des questions, je serai peut-être amené à reporter ces questions pour aller vérifier un certain nombre de choses parce que je suis comme vous, même si en tant que partenaire premium, on a la joie d'avoir en fait les versions avant. Il faut quand même du temps pour les travailler et vérifier un certain nombre de fonctionnalités dessus. Voilà. Ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez la voir sur notre chaîne YouTube Innovation dès qu'on l'aura monté un peu pour retirer notamment les 10 minutes de démarrage d'avant le début de ce webinaire. Voilà, alors le plan de ce webinaire il va être assez simple. On va commencer par faire un rapide check des différentes versions qui existent, juste pour vous alerter sur la nécessité justement de vérifier si la version que vous avez est compatible et bien à jour au niveau des pages de sécurité. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Je me connecterai directement sur une plateforme, Moodle 4.5, et je suivrai en fait un cheminement assez standard. Je commencerai par les éléments qui sont propres à la version 4.5, tout en allant sur des fonctionnalités qui, normalement, sont disponibles depuis les versions intermédiaires, donc 4.2, 4.3 et 4.4. Alors, si vous avez déjà en fait fait la migration chez vous de la version 4.1 et que vous utilisez par exemple la version 4.4, il y aura certainement quelques petites redites dans la mesure où je vais présenter quand même certaines fonctionnalités de ces versions antérieures. Alors, les points de vigilance sont les suivants. En gros, vous avez une version LTS 4.1 qui continuera hein, à être mise à jour au niveau de la sécurité jusqu'en novembre 2025. Et vous avez cette version 4.5 qui, elle, en fait, courra jusqu'à 2027. Et entre, vous avez la version 4.3 à 4.4 qui sont des versions qui sont encore mises à jour.
Pourquoi je vous montre ce tableau? Tout simplement parce que si vous utilisez actuellement une version 4.2, ou même antérieure, hein, si c'est le cas 3.9 ou 3.11, etc., sachez qu'en fait, votre plateforme est potentiellement à risque dans la mesure où les patchs de sécurité qui sécurisent cette plateforme bah, ne sont plus mises à jour. Voilà. Alors, bon, c'est rapide, hein, c'est donc la prochaine version il y aura un autre saut de version 5.0 qui arrivera en avril 2025 et la future version LTS qui sera la 5.3, je n'ai pas encore la date, mais normalement ça suivra un an avant la fin de la version 4.5 actuelle. Voilà. Eh ben, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et me connecter à une plateforme. Alors, il y a des fois des coupures qui se font, donc n'hésitez pas à me dire si il y a un souci quand je bascule d'un écran à l'autre. Euh, hop, hop, et voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, vous avez bienvenue sur Moodle 4.5. Je veux juste avoir la confirmation parce que des fois, il y a des petites coupures quand je change de... Ok, super. Très bien, merci beaucoup. Alors, la version 4.5, celle que je vous montre, c'est une version qui a été customisée par Innovation. On utilise un thème particulier. C'est pour ça que vous avez en fait une page d'accueil avant connexion qui ressemble à ça. On l'a designé. C'est pas du tout ça que vous aurez si vous déployez la version 4.5 telle qu'elle est disponible sur les stores de Moodle. Elle a été customisée, mais enfin, c'est pas très important dans la mesure où en fait ce thème, le thème qu'on utilise, est sensiblement se rapproche beaucoup en fait du thème standard de Moodle qui est le thème Boost. Et donc, au niveau des agencements et de la navigation pour aller récupérer un certain nombre d'informations, vous ne serez pas perdu. Voilà. Donc, alors, première chose, c'est la connexion. Alors, il y a des choses qu'on ne va pas voir parce que il y a quand même pas mal de modifications qui ont été apportées depuis cette version, depuis la version 4.2 et jusqu'à cette version 4.5. Et notamment d'un point de vue de l'administration, il y a des choses que je ne vais pas être en mesure de vous montrer, tout simplement parce que je suis sur une version locale. Petit truc intéressant, c'est qu'on a la possibilité maintenant, en activant cette fonctionnalité, d'afficher le mot de passe. Ça veut dire que je peux très bien en fait décider d'afficher ou non le mot de passe en clair pour voir si je me trompe ou pas, ce qui n'était pas disponible avant. Il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est l'authentification multifacteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en gros, enfin, j'imagine que oui, si vous faites, si vous vous connectez, je ne sais pas moi, à un compte externe, vous avez souvent en fait la nécessité de valider que vous êtes bien la personne qui essaye de se connecter. Donc c'est ce qu'on appelle l'authentification double facteur. Vous pouvez recevoir un SMS ou on vous envoie un message sur votre boîte mail. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant a été intégré sur Moodle. Je crois que c'est à partir de la version 4.3. Donc, on a la possibilité comme ça de définir une authentification multifacteur, ce qui fait que l'utilisateur, quand il va devoir se connecter, on va lui envoyer un SMS ou on va lui envoyer un mail qui va bien confirmer que c'est lui qui essaye de se connecter pour assurer que la sécurité est bien comme il faut. On a aussi un élément que je ne peux pas vous montrer, c'est l'amélioration de la sécurité, notamment en cas de changement de mot de passe. Par défaut, normalement, quand vous changiez votre mot de passe, on restait connecté sur la plateforme. Maintenant, par défaut, depuis cette version 4.5, l'utilisateur est déconnecté dès qu'il change de mot de passe. Il faut qu'il se relogue pour rentrer une fois de plus sur la plateforme. Voilà, donc ça, c'est des petites choses, je ne peux pas vous les montrer, mais c'est des points qui sont quand même importants au niveau de la sécurité et de l'accessibilité de la plateforme. Alors, je vais me connecter bien évidemment en tant qu'administrateur de cette plateforme pour naviguer un peu à droite à gauche, puis je passerai sur un autre navigateur pour vous montrer ce que voit un étudiant, notamment sur un certain nombre d'éléments. On a pas mal de choses à voir, encore une fois, et je le rappelle, la version est disponible depuis lundi juste. Donc, si je tâtonne de temps en temps sur des éléments que je souhaite vous montrer, soyez indulgents, j'ai pas eu forcément beaucoup de temps pour la travailler. Alors, je me connecte sur cette plateforme, hop, en tant qu'administrateur, encore une fois, hein. Voilà, alors bon, toujours pareil, le thème hein, qui est celui qu'on propose, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est directement d'aller sur mes formations avec les formations qui sont disponibles. Et j'ai créé une formation test 4.5 qui ressemble à ça. Voilà. Alors, bon, encore une fois, le thème affiche une image. Vous, ce que vous aurez, c'est normalement le même design, mais sans les images et les éléments qui sont autour. Mais grossièrement, on est sur quelque chose d'identique que de ce que vous allez avoir sur cette nouvelle version 4.5.
Vous en avez certainement entendu parler. Le gros développement, les gros éléments qui ont été mis en place sur cette nouvelle version, c'est l'apparition en fait d'un connecteur, enfin d'un certain nombre de connecteurs sur l'intelligence artificielle, l'IA. Donc en gros, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Martin Dugamias, qui était en gros le big boss de Moodle, est passé sur la partie recherche et développement et notamment s'occupe de cette partie-là. Donc, je vais commencer par faire un focus sur ce point-là, parce que c'est un élément qui est important sur la possibilité qu'a Moodle de s'interconnecter avec un provider d'IA et derrière être en capacité d'effectuer des opérations directement dans les cours ou dans différents contextes. Alors, on est vraiment au début, ce que je vais vous montrer est assez léger. Bien évidemment que le fait d'avoir ne serait-ce qu'une interconnexion avec une IA va permettre en fait d'avoir beaucoup plus de choses derrière et beaucoup plus d'éléments intéressants à exploiter. Je pense notamment à des prestataires comme Knowledge, comme H5P, comme EdTake, etc., qui proposent en fait déjà un certain nombre de choses qui produisent du contenu automatiquement par le biais d'une IA. Alors, par rapport à ça, l'IA, ce qu'on peut voir déjà, c'est si je rentre sur la partie administration du site, sur l'onglet général, on a, vous voyez, la possibilité de faire un choix du fournisseur d'IA. Donc moi, j'ai choisi OpenAI. Pour l'instant, il n'y a que ces deux fournisseurs qui sont disponibles. Et bien évidemment qu'il y aura certainement des fournisseurs open source ou même des fournisseurs français, Mistral pour ne pas le citer, qui seront certainement intégrés dans un second temps. Pour l'instant, on n'a que ça. Alors moi, j'ai choisi OpenAI. Pour être tout à fait clair avec vous, enfin, vous pouvez tenter de l'activer comme ça et d'utiliser les fonctionnalités Moodle avec une version gratuite, mais vous allez rapidement constater qu'en fait, il faut passer sur une version payante pour générer un certain nombre d'actions et utiliser les outils qui sont proposés en standard par Moodle. Donc, on part rapidement sur une version payante. Alors, si je rentre dans le paramètre, vous voyez que j'ai une clé API à renseigner, une organisation. On peut obtenir ces deux éléments directement en se connectant sur un compte si vous en avez un. On peut fixer à la limite justement des requêtes qui sont effectuées pour éviter d'avoir un budget qui explose. Et derrière, on a le choix en fait de ce qu'on peut faire en termes d'action sur la plateforme. Donc, on a la possibilité de générer un texte selon un prompt. On peut générer une image et on peut en fait effectuer un résumé. Ça, c'est les trois éléments que je peux faire avec le fournisseur d'IA que j'ai choisi. Si je reviens en arrière, on a aussi la possibilité sur le volet IA de sélectionner les placements. Alors ça, c'est quelque chose qui est important parce que justement, en le mettant en place, je me suis rendu compte que des fois, malencontreusement, je cliquais sur le bouton de manière assez automatique et ça générait un prompt. Et je pense notamment à quelque chose qui s'appelle le placement d'assistance de cours. Ça, c'est un bouton qui va s'afficher, et on le verra quand je rentrerai dans un cours, un bouton qui s'affiche quand on est par exemple dans l'édition d'une activité. Dans le paramétrage d'une activité, vous avez le bouton qui permet de résumer ce qu'il est possible de faire sur cette activité et ça génère un prompt. Donc derrière, ça génère en fait une requête sur le fournisseur avec en retour des informations qui vont être poussées par ce fournisseur et donc potentiellement une facturation. Donc, alors moi je l'ai activé ici. Je vous conseille quand même de le désactiver parce que, encore une fois, on n'est jamais à l'abri de cliquer dessus sans faire exprès. Ça génère une requête et derrière, ça, du coup, ça génère en fait une petite facturation qui est pas énorme, mais qui joue dans le budget si tout le monde se met à le faire. Ensuite, on a le placement sur l'éditeur HTML. Alors, par rapport à l'éditeur HTML, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que vous utilisiez peut-être l'éditeur Atto. Depuis peu, maintenant, c'est l'éditeur TinyMCE qui devient alors, je le dis à la française, hein, ce qui devient l'éditeur par défaut. Et vous avez en fait sur cet éditeur la possibilité de déclencher des prompts et de récupérer des informations qui vont être générées par un fournisseur d'IA. Alors concrètement, comment ça se passe? Si je vais dans une formation et que je rentre dedans, j'ai un onglet IA. Là, j'ai créé une page simple. Alors déjà, si j'active le mode édition, et que je rentre dans le paramétrage de cette page, vous voyez le bouton résumé qui correspond à l'aide contextuelle qui va être générée par l'IA. Donc c'est ce bouton-là sur lequel j'ai cliqué au moins 4 ou 5 fois sans faire exprès. Vous allez me dire, j'aurais pu quand même m'en rendre compte au bout d'un moment, mais voilà, c'est un petit bouton qui s'affiche directement, qui permet d'avoir une aide contextuelle, donc un prompt qui est généré directement sur le contexte qu'on voit et qui va générer en fait une information relative au contexte dans lequel on est.
Alors, c'est pas ça qui va, à mon avis, va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est si je rentre sur une page. Alors, une page dans laquelle j'ai copié, en fait, tout simplement les premières lignes du Wikipédia concernant Moodle. Vous voyez, j'ai activé précédemment la possibilité d'avoir un résumé sur un texte qui est disponible. Vous le voyez ici, en utilisant et en mettant en place une interconnexion avec un fournisseur, ce bouton me permet derrière d'avoir en fait une sorte de résumé de ce que me propose en fait cette page. Donc là, vous voyez à droite, j'ai directement le résumé correspondant à, j'ai pas beaucoup de choses, hein, mais si j'avais beaucoup d'éléments, je pourrais avoir bien évidemment beaucoup plus d'informations et un résumé beaucoup plus concis. Alors vous voyez qu'on n'a pas la possibilité de choisir, enfin d'affiner le résumé si on le souhaite. C'est un prompt qui est auto-généré. Et donc derrière, voilà, on a l'information qui correspond uniquement au résumé du contexte qui s'affiche pour l'IA qu'on a sélectionné. Je peux bien évidemment décider de régénérer le résumé ou de le copier pour l'exploiter d'une autre manière si on le souhaite. Ok, ça c'est pour la partie IA concernant le résumé. Si je retourne au cours et que cette fois-ci je vais partir d'une activité page qui est toute simple, hop, un test. Alors ce que vous allez voir, c'est ce qu'on a sur l'éditeur TinyMCE. Alors, TinyMCE, ça ressemble à ça. Et l'éditeur, enfin le côté, l'élément IA qui est intégré directement sur l'éditeur TinyMCE, c'est ça. Alors, vous avez deux choix possibles. La possibilité de générer un texte directement via un prompt, bien évidemment, ou de générer une image via l'IA, d'accord? Via DALL-E, en l'occurrence, en ce qui concerne en tout cas ChatGPT. Alors là, je vais cliquer sur générer en fait un texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un texte. Voilà. Alors, le prompt, il est à gauche. Je le valide, générer le texte. Et là, je lui ai demandé en fait de me générer, de me faire un plan sur l'histoire de Moodle. Et directement, il me génère en fait effectivement les grandes lignes du plan que je pourrais avoir pour expliquer l'histoire de Moodle sur mon cours. Je peux derrière en fait décider de modifier mon prompt et régénérer l'affichage. Et à un moment donné, bien évidemment, je vais avoir la possibilité d'insérer cet élément-là directement sur ma zone d'éditeur de texte. Le deuxième élément, ça va être, alors je vais peut-être pas le faire parce que c'est un petit peu plus, enfin ça, c'est un petit peu plus long, hein, la génération d'une image, mais en gros, je pourrais imaginer, je vais peut-être le lancer, remarquez, hein, Moodle, le logo euh, Moodle, je vais mettre ça, le logo Moodle dans les nuages. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Hop, on va générer le traitement de la requête. C'est ça qui est un peu long. Encore une fois, gardez à l'esprit que chaque élément de requête que vous poussez comme ça génère une facturation derrière, forcément côté IA, en fonction du modèle économique du fournisseur que vous avez sélectionné. Alors, hop, je vais juste attendre rapidement, presque fini. Voilà. Bon, alors, bon, je ne sais pas si c'est vraiment le logo Moodle, mais en tout cas, il y a une idée un peu, hein. Voilà. Donc, ça, c'est après, tout simplement, je peux changer le prompt pour régénérer l'image. Encore une fois, facturation derrière. Et ensuite, je peux décider de l'insérer. Et puis là, on a les mêmes éléments que ce qu'on a quand on insère une image avec est-ce que cette image sert de décoration ou la nécessité derrière d'afficher un texte. Alors, vous voyez que sur pas mal d'endroits, vous avez généré par l'IA qui est inscrit. Alors ça, c'est une volonté hein, forte de Moodle de quand même garder en tête que ces informations qui ont été générées n'ont pas été faites par un humain, mais par de l'informatique. Et donc, on a toujours, en fait, à certains endroits, cette information qui indique que ça a été généré. Alors, on n'a pas l'information de quel fournisseur l'a fait, mais on a cette information qui existe. Ça, c'était pour le côté IA. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose pour l'instant, d'assez simple. Le gros avantage que l'on voit derrière, c'est qu'on est on commence à avoir des choses intégrées directement sur la plateforme avec des choix de fournisseurs, donc avec la possibilité derrière, avec des plugins additionnels, de s'appuyer sur ce connecteur pour derrière générer en fait un certain nombre de contenus directement sur la plateforme, comme par exemple du H5P ou autre en fonction de ce qu'on souhaite faire. Je vais retourner sur le cours parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées sur le cours.
Donc, bon, bien évidemment, ça c'était le volet de l'IA. Le deuxième élément qui est important, alors qui n'est pas propre à la version 4.5, encore une fois, ceux qui ont découvert et ceux qui utilisent déjà cette version, une version 4.4 ou antérieure, la partie UX et UI du cours est déjà en place. Mais je pense que c'est important de faire un focus dessus pour ceux qui, en fait, passent d'une version LTS à une autre. Et c'est notamment, du coup, toute la partie action en lot qu'on peut effectuer. Donc là, vous voyez que j'ai créé un certain nombre d'activités ou de ressources. Alors déjà, par rapport au fichier, ce qui n'était pas le cas forcément avant, maintenant, quand on dépose un fichier qui peut avoir différentes formes, on a en fait le logo correspondant au fichier qui s'affiche. Donc ce qu'on appelle le MIME, hein. Donc là, vous avez en fait directement l'information que c'est un PDF que je vais ouvrir ou un fichier Excel, en l'occurrence un CSV ou une image. Donc on a ces informations-là qui s'affichent. Derrière, quand on met en place des restrictions d'accès ou des critères d'achèvement, on a la possibilité assez facilement de revenir et de modifier les conditions sans forcément retourner sur le paramètre du cours pour le modifier. C'était souvent assez chronophage quand on faisait ces actions-là, parce qu'il fallait en fait mettre en place l'activité et derrière, quand on se rendait compte qu'on s'était trompé, il fallait rentrer dans l'activité, dans les paramètres et changer les restrictions. Là, en cliquant dessus, je vais directement sur les paramètres et on a en fait plus d'onglets déroulants qui se mettent en place comme ça. On a directement l'ensemble des critères d'achèvement indentés en fonction de ce qu'on a choisi qui s'affichent si on le souhaite. D'ailleurs, à ce propos, et c'est un des points qui est très important pour moi, sur la partie notamment restriction d'accès et critères d'achèvement, on a la possibilité de définir par défaut, selon les différentes activités, quelles restrictions ou quels critères d'achèvement vont être proposés par défaut. Alors ça, c'est pas critère pas critère d'achèvement, mais de restriction. Là, on a des choses qui peuvent être... non, excusez-moi, je confonds. C'est pas des critères de restriction, c'est par défaut, on peut mettre en place des critères d'achèvement qui vont être définis selon chaque activité. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, bah, pour toutes les étiquettes, à chaque fois, on avait marqué comme terminé, l'utilisateur avait la possibilité de le faire lui-même. Et ben là, on va pouvoir aller dans l'activité ou dans la ressource correspondante et dire, bah, dès que je crée une ressource maintenant, au niveau de l'administration de la plateforme, je veux que ce soit, bah, qu'il n'y ait pas forcément d'ailleurs de critères d'achèvement qui se mettent en place pour l'utilisateur. Donc ça, c'est aussi un gain de temps sur la conception du contenu pédagogique qu'on souhaite mettre en place sur le cours. Alors, pareil pour la partie restriction, vous voyez, dès que j'insère une restriction, alors en termes d'ergonomie, on a la possibilité d'afficher montrer plus. Si j'ai beaucoup de restrictions liées en fait à l'activité, bah, j'ai un petit menu déroulant qui m'indique que bah, j'ai plusieurs éléments qui s'affichent et je peux tout simplement aller cliquer sur modifier les restrictions pour les modifier si je le souhaite, encore une fois, directement sans avoir à re-rentrer sur le paramètre du cours. Alors, ça, c'est pour moi un point qui est intéressant. On a aussi la possibilité, vous voyez, d'intervenir directement sur la disponibilité, cachée, affichée sur la page ou rendre disponible. Ça, c'est quelque chose qui s'active directement sur la partie administration du site. C'est ce qu'on appelle les activités furtives. Avant, encore une fois, c'est pareil. Il fallait de nouveau, enfin, fallait cliquer deux ou trois fois d'ailleurs. On avait soit on cache, soit et après, soit on rend disponible. Donc là, maintenant, on a vraiment le choix des différents états de cette activité sans forcément, encore une fois, faire différentes actions, enfin en tout cas de multiplier les actions à faire. Pareil au niveau de l'ergonomie, le côté supprimé qui est mis en surbrillance, c'est quelque chose d'intéressant et qui permet en fait d'éviter de se tromper et de supprimer par erreur quelque chose quand c'était en fait écrit de la même manière. Euh, Toujours sur le cours, il y a un élément qui est très intéressant. C'est surtout disponible sur le format thématique, le format Topics. Du coup, c'est quelque chose qui vous permet, depuis la version 4.5, d'insérer des sous-sections. C'est-à-dire que vous avez en fait sur la version thématique des sections qui correspondent au chapitre de votre cours. Et ben, dans ces sections, vous aviez avant que la possibilité de mettre en place des activités. Et généralement, pour hiérarchiser le contenu qu'on avait sous une section, on mettait des ressources avec des titres, etc. Donc c'était aussi chronophage. Et puis en termes de lisibilité de lecture pour l'utilisateur final, c'est resté quelque chose de pas très esthétique et pas très visuel. On a maintenant la possibilité, vous voyez, d'intercaler, si on le souhaite, des sections à l'intérieur d'une section et l'intercaler entre chaque activité si on le souhaite. On peut bien évidemment, si on veut, la remonter pour avoir en fait un ensemble de sous-sections autour d'une section principale.
Alors, on ne peut pas aller au-delà d'une seule sous-section, hein. Je ne peux pas faire une sous-section dans une sous-section. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Je ne pense pas que ça sera quelque chose qu'on pourra faire, mais en tout cas, actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. On a la possibilité derrière d'avoir une section avec à l'intérieur des activités. Et vous voyez d'ailleurs qu'en termes d'ergonomie, on peut à tout moment intercaler des activités ou des ressources à l'intérieur des différents strates de ce qu'on a créé. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très intéressant dans la mesure où, avant, on était obligé de on créer une section. La section se mettait tout en bas et on allait directement la replacer en faisant du drag and drop ou on allait directement mettre en place, en cliquant sur le bouton qui permettait de réorganiser, on replaçait l'élément. Là, on a vraiment la possibilité de le faire à tout moment. Alors, pour créer une sous-section, d'ailleurs, hein, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez un petit onglet qui vous permet, quand on est dans déjà une section, d'avoir le choix de créer une sous-section ou d'avoir le choix des activités ou ressources. Bien évidemment, vous voyez, hein, le design en fait, des pictos ont changé. Bon, ça c'est pas grand-chose, mais ça joue sur l'aspect visuel. On a gardé quand même le système de couleurs par rapport au type d'activités qui sont disponibles. Voilà pour l'ergonomie générale du cours. Attendez, je regarde rapidement si j'ai rien oublié. La notion d'activité par défaut, d'achèvement par défaut, etc. Ah oui, alors il y a un élément qui est important. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des webinaires qu'on a pu faire et si vous êtes au courant, mais il y a eu la volonté de Moodle d'intégrer un logiciel open source qui s'appelle Matrix, qui permet en fait de générer enfin, donner accès en fait à un canal de communication qui est plus ergonomique que ce que propose en standard Moodle, à savoir le forum. Matrix est une solution open source qui vous permet de créer en fait une sorte de WhatsApp mais en open source. Et vous avez, quand vous activez, alors c'est une fonction qui est encore en mode de test, en bêta, mais quand vous activez cette fonction-là, vous avez la possibilité derrière d'avoir un onglet communication qui s'affiche et d'avoir le choix du fournisseur. Bon, moi, j'en ai créé qu'un. En fait, vous en avez le choix que de deux pour l'instant, hein. Soit c'est un lien personnalisé, soit c'est l'activité Matrix. Là, moi, j'ai choisi lien personnalisé parce que je n'ai pas d'interconnexion disponible avec Matrix. Et en faisant ça, bah, j'ai directement la possibilité de mettre le nom d'un salon et le nom de l'URL. Alors, je vais mettre peut-être un dièse parce que sinon, ça va peut-être me générer une erreur. Et en faisant ça directement, vous voyez, en bas, j'ai du coup maintenant un onglet qui s'affiche qui correspond à la communication. Alors, si vous avez un outil, Teams, je ne sais pas, des éléments qui vous permettent en fait de pousser l'utilisateur vers quelque chose avec un outil spécifique, bah, vous pouvez par ce biais-là renvoyer l'utilisateur vers un salon spécifique avec derrière bah, des outils qui vont être le partage de documents, la possibilité de commenter, le partage de vidéos, etc., etc. Encore une fois, pour l'instant, le seul élément qui existe, c'est l'outil Matrix qui permet d'intégrer cet élément-là sur la plateforme. Alors, je vais le retirer. Hop, aucun enregistré. Voilà, donc l'onglet disparaît. Voilà pour la partie cours. Alors, si je continue, alors par rapport à cette notion du coup de section, on a aussi quelque chose qui voit le jour, c'est la possibilité de rentrer dans une section, en tout cas sur la version thématique. Alors, on peut rentrer quand on est en mode édition, bien évidemment, si je clique sur le titre, je vais avoir le choix de l'éditer. Alors, on a le bouton qui permet de l'afficher directement, mais on a bien, quand on clique quand on désactive le mode édition, sans dérouler le contenu, je peux très bien cliquer sur afficher une section unique. Et là, je vais rentrer dans une section unique avec le contenu directement disponible dans cette section. Pareil, si on avait une sous-section, j'aurais en fait les sous-sections qui s'affichent avec la possibilité de rentrer dedans si je le souhaite, avec comment s'appelle, le fil d'Ariane qui s'affiche, et donc la possibilité derrière de revenir sur le contenu correspondant. Voilà, alors après, j'ai vu une question passer, et c'est un point qui est, je me permets d'en parler maintenant, par rapport aux tuiles. Alors, je serais incapable de vous dire, je ne l'ai pas testé, mais effectivement, en fonction du format de cours que vous utilisez, ce système de sous-section, je ne sais pas s'il sera disponible. Ah, oh là, ça lag, excusez-moi. Je vais arrêter ma vidéo, j'ai peur que ça lag un peu trop. Voilà, donc sur la partie du coup sous-section, je ne sais pas comment ça va être pris en compte directement euh, j'ai un problème d'audio. Est-ce que vous m'entendez toujours?
Ok, bon, je sais pas ce qui, je sais pas ce qui se passe. C'est Zoom qui fait des siennes. Hop, je vais rester ça là-dessus. Ok, excusez-moi. Donc je ne sais pas comment on va se comporter en fait ce système de sous-section dans des formats de cours comme le format tuile ou le format card, qui sont effectivement des éléments qui n'ont pas pris en compte cette partie sous-section. Ok, bon, on va continuer là-dessus. Alors juste pour terminer peut-être sur la notion de cours, si je réactive le mode édition, vous voyez qu'il y a un bouton qui apparaît qui vous permet en fait d'effectuer des actions en lot sur justement le cours. Si je clique dessus, j'ai derrière la possibilité d'avoir des sélections sur les différentes sections ou sur les différentes activités pour derrière effectuer en fonction de ce que je sélectionne des actions particulières. Donc changer la disponibilité, supprimer, déplacer directement. Et si je coche, enfin si je sélectionne la croix, l'élément disparaît, le bouton action par lot redevient disponible. On va passer sur un autre point qui est un point aussi important, qui est l'activité devoir. Parce que là, pour le coup, il y a aussi pas mal de changements. Des changements par rapport notamment aux notifications ou des changements par rapport à l'ergonomie de ce qu'on peut avoir quand on va visualiser les différents contenus ou les différents fichiers qui ont été déposés comme éléments de rendu par les apprenants. Donc là, si j'ai volontairement mis en fait une règle comme quoi le devoir s'ouvre à une certaine date, et derrière, j'ai à rendre mercredi 16 octobre. Alors, par rapport à ça, il y a des notifications par rapport aux devoirs qui existent, qui vont se déclencher 48 heures avant la disponibilité du devoir, c'est-à-dire 48 heures avant l'ouverture du devoir. Les utilisateurs qui sont inscrits dans ce devoir vont recevoir un message en disant attention, alors un message ou une notification indirectement en fonction de ce qui a été sélectionné, un message qui est généré et qui est disponible dans le fichier de langue, et donc qui est standard. On ne peut pas le modifier cours par cours, c'est une information qui est poussée en standard dans Moodle. Et derrière, vous avez un coup une notification 48 heures avant qui va être poussée. Et avant ça, vous avez 7 jours avant l'ouverture du devoir, une information, une notification qui est envoyée. Donc 7 jours avant, une information qui est envoyée, qui dit attention, il va y avoir un devoir. Et 48 heures avant, une autre information qui est envoyée, qui va indiquer à l'utilisateur qu'il y a un devoir qui s'ouvre. Quand un utilisateur n'a pas rendu son devoir et qu'il est en retard, il recevra une notification également lui indiquant que il est en retard, il n'a pas eu le temps de rendre son devoir et que potentiellement il peut, s'il le souhaite, demander l'autorisation à avoir un crédit de temps supplémentaire pour déposer ce devoir. Si je rentre dans une activité devoir, ce que vous connaissiez avant, c'était quand on avait alors quand on avait évalué, on avait à côté la possibilité de voir les différents travaux remis. C'était un bouton qui était présent ici. Bah, ce bouton, maintenant, il disparaît sur la version 4.5 pour apparaître ici, travaux remis. Et là, en fait, j'ai directement la possibilité de voir les différents travaux remis avec un changement d'ergonomie. D'ailleurs, de manière générale, Moodle a rajouté des éléments qui vont vous permettre de faire des recherches plus simplifiées. On avait souvent en fait la possibilité d'avoir l'abécédaire. Maintenant, on a vraiment la possibilité de rechercher directement un utilisateur ou effectuer une recherche avancée ou une recherche par rapport au statut. On a aussi des choses qui disparaissent par rapport pour gagner en fait en place sur les éléments d'action, avec notamment les trois petits points qui vont permettre de modifier le travail, accorder une prolongation, etc., ou dans la note d'évaluer directement. Voilà, tout ça, c'est tout simplement pour éviter d'avoir un texte, mais plutôt un picto, pour gagner en fait en place par rapport aux écrans qui seraient un petit peu plus petits. Voilà pour ça. Alors, il y a aussi l'action Holo qui voit le jour sur la partie devoir, avec la possibilité de télécharger directement, de verrouiller, enfin, des actions Holo sur les éléments qui ont été sélectionnés depuis le devoir. Je retourne sur le cours, toujours sur le devoir, mais je crois que j'en ai un autre avec un workflow. Alors, je ne sais pas si vous utilisez cet élément-là, mais en gros, quand vous avez choisi une méthode d'évaluation qui est basée sur un workflow, on a la possibilité derrière dans la partie avancée de choisir justement les états d'évaluation et donc du coup de faire un tri sur s'il n'est pas évalué, s'il est en cours d'évaluation, évaluation terminée, en relecture, etc. Donc il suit le workflow qu'on avait dans le cas d'un devoir qui est rendu directement avec un workflow d'évaluation. Voilà. Voilà pour le devoir. Je reviens sur le cours. Je crois que j'ai oublié quelque chose sur le cours et c'est pour moi un point qui est intéressant. Alors, qui est disponible, je crois, aussi sur depuis la version 4.5.
Vous aviez, à partir vous aviez en fait, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes d'inscription, mais en gros, quand on inscrit des utilisateurs à un cours, on a ce qu'on appelle des méthodes d'inscription. Là, je vais ici, je vais sélectionner méthode d'inscription, et donc j'ai différentes méthodes d'inscription. Et on avait la possibilité, avant, quand un utilisateur s'inscrivait en auto-inscription, d'avoir un message qui lui était envoyé en disant coucou, t'es bien inscrit. Alors c'est marrant parce qu'on lui indique qu'il est bien inscrit alors que c'est lui qui a fait l'action de s'inscrire généralement. Là où en fait sur l'inscription manuelle, on n'avait pas d'information qui était poussée. Bah, maintenant, on a la possibilité, en allant directement sur l'inscription manuelle, de mettre un message de bienvenue personnalisé à destination des utilisateurs qui ont été inscrits par cette méthode-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, avant, je pense que tout le monde faisait comme ça. On avait soit un réengagement, soit Pulse, soit des plugins de notification qui se déclenchaient dès que l'utilisateur se connectait. Ça posait des problèmes par rapport à la conception, hein, il fallait y penser, etc. Bah, maintenant, vous avez la possibilité directement de renseigner un contenu et une notification qui va être envoyée à l'utilisateur quand il est inscrit via cette méthode d'inscription. Par rapport aux méthodes d'inscription, si vous utilisez la méthode d'inscription basée sur une base de données externe, vous avez maintenant aussi deux champs qui sont disponibles, date de début, date de fin, qui peuvent du coup borner la période d'inscription d'un utilisateur sur la base de données, en utilisant l'inscription par le biais de la base de données. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Il y a pas mal d'autres choses. Alors, il y a eu pas mal de changements sur notamment la partie groupe. Si je rentre dans les participants, vous voyez que j'ai des sessions, enfin j'ai créé des groupes qui correspondent à des sessions. Je ne sais pas si vous les exploitez comme ça. On peut très bien créer des groupes qui vont déterminer des niveaux. Enfin, dans certains cas, les groupes servent à déterminer des sessions de formation sur un seul cours. On a plusieurs sessions qui démarrent à des moments différents et en fonction du groupe, on affiche tel ou tel élément et on restreint aussi la visibilité de ces groupes par rapport à ces sessions. L'inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas forcément avoir d'informations connexes du coup à ce groupe. On restait sur quelque chose de très basique, le nom du groupe. Maintenant, on a la possibilité sur la gestion des groupes d'ajouter des champs additionnels de groupes. Donc ça se fait directement sur l'administration de la plateforme. Si je fais modifier les réglages du groupe, vous voyez que tout en bas, j'ai rajouté une information de groupe, un peu comme les champs additionnels de cours ou les champs additionnels de profil. On a la possibilité de rajouter des champs supplémentaires qui vont caractériser, qualifier la session correspondante. Donc là, j'ai mis en fait le niveau rattaché à ça. Ça permet aussi derrière d'avoir sur le biais d'un rapport des informations qui vont être poussées relatifs à ces éléments-là. On a aussi d'ailleurs dans le cas comment ça s'appelle, des champs additionnels, on va avoir des champs additionnels de cohortes et des champs additionnels liés en fait à la banque de contenu et notamment les éléments qui sont générés sur H5P. C'est-à-dire qu'on peut avoir, pareil comme là, des champs additionnels au niveau du groupe, on pourrait avoir des champs additionnels liés à un H5P qui permettrait d'avoir des informations complémentaires en plus de ce que propose en fait H5P en standard. Je vais revenir sur mon cours et pour vous montrer en fait la suite. Et la suite, alors ça concerne la notion, alors feedback, je vais aller très vite parce que je pense que la plupart d'entre vous ne l'utilisent pas forcément, peut-être, hein, mais si vous l'utilisez, bah, sachez qu'il y a eu une mise à jour de l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on a en fait de la modification des questions, enfin en fait il y a eu un changement ergonomique, pas forcément esthétique sur l'affichage du feedback en lui-même, mais on a la possibilité, enfin c'est au niveau du choix et de l'ergonomie de la navigation, on a des choses enfin, en fait, on est sur des actions qui sont un petit peu plus simples que ce qu'on a d'habitude. On a aussi, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant sur un test. Alors, enfin, je pense que alors, c'était présent sur les versions antérieures, c'est pas propre à la version 4.5, mais pour moi c'est quelque chose de très important. Quand on est dans les questions, alors, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais en gros, quand on pose un test, des fois on fait des tests de positionnement, et vous l'avez peut-être fait quand vous êtes testé sur des langues, on peut avoir en fonction des notes, enfin, de la note obtenue sur certaines questions, avoir des choix stratégiques de mise à disposition de parcours qui peuvent être différents.
Donc typiquement, j'ai 10 questions et si j'en ai répondu bon à 3 qui correspondent à des questions qui sont de niveau expert, eh ben, on va identifier que cette personne-là a un niveau qui est plutôt expert, justement. Bah, tout simplement, là maintenant, on a la possibilité dans le test, en rentrant dans les questions, alors c'est un peu caché, mais vous voyez, là j'ai des questions qui sont piochées aléatoirement, j'ai la possibilité de configurer des éléments d'évaluation. Si je rentre dedans, vous voyez que j'ai la possibilité de créer des éléments d'évaluation et ensuite de déterminer que telle question, ça correspond à phase 1, phase 2. Encore une fois, ça pourrait être plutôt des niveaux, ça pourrait être des types de questions, des thématiques, etc. L'idée derrière étant, bah, si j'ai un résultat d'une personne qui a fait un test, et bah, dans mon résultat, je vais avoir le cumul des notes obtenues par la phase 1 et par la phase 2. Alors pour l'instant, ça se cantonne à ça, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va pouvoir imaginer la possibilité de potentiellement dire, avoir une restriction d'accès d'une activité non pas selon le critère qui correspond à la note obtenue sur le test, mais un critère correspondant en fait à un critère de note correspondant à un des éléments que j'ai cité là ici. Donc là, c'est encore une fois avoir plus de souplesse en fonction d'un test de positionnement qui a été fait pour bah, déterminer le parcours pédagogique que va suivre cet utilisateur dans Moodle. Euh, alors pareil sur le test, alors je vais peut-être pas pouvoir le faire ici parce que justement quelqu'un a déjà répondu, mais on a la possibilité, vous voyez, il y a eu un changement important sur la banque de questions avec la possibilité d'aller sélectionner plus facilement les catégories, avoir un moteur de recherche qui permet directement de sélectionner les éléments. On peut d'ailleurs conditionner assez facilement quand on crée des questions, aller chercher dans la banque de questions des éléments qui vont me permettre bah, d'avoir l'information de quelles questions aléatoires je vais récupérer et en combinant des éléments, par exemple un tag avec en plus en fait une catégorie particulière. Donc gagner encore une fois en souplesse sur la génération du test par rapport à la banque de questions. Si je rentre dans une catégorie et que je vais voir les questions qui sont relatives à cette catégorie, alors là, j'en ai pas, mais si je vais sur une catégorie système, appliquer les filtres, vous voyez que là j'ai la possibilité de voir les différentes questions disponibles. Alors c'est pareil, là on a la possibilité, vous voyez, de supprimer les éléments. Alors, c'était souvent quelque chose qui était très 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 large et qui prenait beaucoup de place sur l'écran. On peut redimensionner directement en sélectionnant cet élément-là, ou on peut en fait ici réduire l'affichage de cet élément pour bah, mettre de côté les éléments qui ne sont pas intéressants et qui nous intéressent pas. Si par exemple l'expérience discriminative ne m'intéresse pas, je peux très bien la supprimer et alors, je pourrais très bien la réactiver si je le souhaite par rapport à ça. Alors pareil, hein, sur la partie test, la partie devoir, on a aussi cette notion de, je crois, dans travaux remis, la possibilité, non, c'est pas ça, c'est dans le carnet de notes, excusez-moi. Si je rentre sur le carnet de notes, on a la possibilité ici, vous voyez, de replier cet élément-là. Et donc là, j'ai l'information comme quoi cet élément a été replié pour encore une fois gagner en place sur le carnet de notes en fonction des éléments que je souhaite voir s'afficher ou non. Et on a aussi la possibilité d'avoir ce moteur de recherche qui simplifie la recherche d'un utilisateur sur une note obtenue. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah, si, alors, par rapport au test, excusez-moi, c'est un peu décousu, je passe d'un élément à un autre. Si je retourne sur le test, il y a un élément qui peut être intéressant, c'est avant, on était obligé, quand on avait le résultat, de recalculer les tentatives de manière globale. C'est-à-dire que je faisais une modification sur une question, je m'étais trompé dans l'édition d'une question, j'étais obligé après derrière de recalculer les tentatives et de manière globale. Je peux maintenant en fait sélectionner les questions que je vais directement recalculer sans forcément aller directement, sans forcément recalculer toutes les questions que compose mon test. Donc ça, c'est aussi un point qui est intéressant et qui correspond d'ailleurs à une fonctionnalité qui est disponible sur la 4.5. Hop, hop, hop. Alors, par rapport comment ça s'appelle, au carnet de notes. Il y a eu pas mal de choses de faites, mais je vous les ai déjà montrées. Alors, un point intéressant, et je l'ai omis en parlant de l'éditeur, si je reviens sur mon cours, l'éditeur TinyMCE, alors ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Je vais ouvrir peut-être l'élément que j'ai fait sur l'IA.
Je vais aller dans Paramètres. Et alors, vous connaissiez déjà cette fonctionnalité qui correspondait à s'enregistrer directement, enregistrer soit l'audio, soit enregistrer la webcam. Bah, on a maintenant la possibilité d'enregistrer l'écran. Quand je clique dessus, là, je vais pouvoir en fait choisir le type d'écran que j'ai et bah, derrière partager cet écran, le commencer l'enregistrement. Par défaut, on est limité à 2 minutes, mais on peut assez facilement dans l'éditeur, aller changer cette information-là pour remettre 5, 10 minutes, etc. Le principe est assez simple, hein. Je démarre en fait. Alors, il faut autoriser bien évidemment le navigateur à démarrer un enregistrement, mais dès que c'est fait, on a derrière la possibilité d'intégrer ce partage d'écran pour servir en fait comme élément, comme élément pédagogique à fournir à un étudiant si besoin. Voilà. Alors, il y a une amélioration un peu de la base de données avec la possibilité de récupérer les fichiers en masse. Ça, c'est sur la version 4.3. Je ne vais pas y passer. L'amélioration de l'ergonomie sur la version 4.3 également du livre, donc est embarqué directement. Mais ça, c'est des éléments qui sont subalternes, je pense. Et on a alors aussi un élément, enfin des informations intéressantes sur la partie rapport. Alors, vous le savez, depuis la version 4.1, on a tout un système de rapport qui permet de pouvoir faire des recherches, de récupérer des informations sur les cours, sur les participants au cours avec les notes obtenues, etc., etc. On a différents rapports qui sont disponibles maintenant et qui ont vu le jour sur les versions antérieures 4.2, 4.3, 4.4, et puis une qui en fait correspond à notamment le rapport sur le time zone ou la langue. En gros, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des rapports sur les catégories, des rapports selon des contextes donnés. On peut conditionner l'affichage en fait d'un certain nombre d'informations, notamment sur les fichiers. Si je veux avoir un état des lieux des fichiers qui sont sur ma plateforme sur un cours donné, je peux conditionner l'affichage de des fichiers disponibles par rapport au contexte de cours. On a également un rapport sur les rôles qui donne une information de quel rôle quel utilisateur a quel rôle. Et on peut très bien d'ailleurs avoir un filtre sur les contextes également pour savoir en fait quel rôle il a dans quel contexte. On a également un rapport, je vous l'ai dit, sur la catégorie, un rapport sur les cohortes. Et dernièrement, on a un rapport sur les compétences. Alors, j'ai pas grand-chose à vous montrer parce que j'ai pas mis en place sur cette version-là les compétences. Mais en gros, si je retourne sur mon cours, hop, j'ai fait quelques screenshots. Alors, c'est en version anglaise, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir. Voilà, un rapport sur les compétences. Donc, on aurait la framework de compétences associée, la compétence correspondante, l'utilisateur qui est impacté par cette compétence et s'il est effectivement compétent ou non par rapport à ce qu'on a mis en place sur la framework de compétences. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai tout fait, tout terminé. J'ai fait beaucoup de choses. Je m'excuse par avance si c'était un peu décousu, mais il y avait pas mal de choses à montrer sur des endroits différents. Je crois que je n'ai rien oublié. Après, vous avez, pour être tout à fait honnête, pas mal d'éléments qui existent sur la doc de Moodle en français ou en anglais. Avec, vous cliquez historique version Moodle et vous allez avoir les nouveautés du Moodle correspondant et vous pouvez faire 4.2, 4.3, 4.4 pour voir les éléments que j'aurais potentiellement oubliés et puis bien évidemment la 4.5, mais je ne pense pas avoir oublié d'informations par rapport à cette version 4.5.